Bienvenue à vous sur Mobility TV. Au programme de cette émission ce soir, Renault sera-t-il condamné à la retraite de Russie? On en parle avec nos trois invités. Arnaud Aimé, bonsoir à vous. Bonsoir. De SIA Partners, Bernard Julien est avec nous. José Bagdad, bonsoir à vous. Bonsoir. De PwC France et Maghreb. Et Bernard Julien, je le disais, de l'Université de Bordeaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Renault condamné à la retraite de Russie. Renault sera-t-il obligé d'abandonner sa participation dans Avtovaz pour 1 rouble symbolique? Ça représente quoi, le marché russe pour Renault? Le marché russe pour Renault, c'est énormément. C'est jusqu'à présent le deuxième marché, le deuxième débouché de Renault après la France. C'est près de 20% des volumes de véhicules vendus. Au travers de la participation de Renault dans Avtovaz, le constructeur historique russe, celui qui produit les fameuses Lada. Voilà, donc c'était presque 20% des volumes. En termes de chiffre d'affaires, c'est moins, c'est quand même beaucoup, c'est 10%, chaque véhicule étant moins cher. Donc la Russie, ça compte beaucoup pour Renault, et c'est vrai aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que Renault comptait beaucoup pour la Russie. C'est-à-dire que Renault, avec ses différentes marques, en fait, maîtrisait à peu près 1/3 du marché automobile russe. Et résultat, d'ailleurs, Renault semble être poussé vers la sortie par les autorités russes. Un scénario qui n'a pas encore été commenté officiellement, celui qui verrait la marque être contrainte de céder pour 1 euro symbolique sa filiale qui coûte plusieurs milliards d'euros. Est-ce que ce scénario est plausible? Malheureusement, il est plausible pour Renault. Ça serait une extrêmement mauvaise nouvelle pour eux. C'est une marque phare qui est importante, comme il vient d'être souligné pour Renault, en termes de débouchés, aussi en termes de rentabilité, capacité à rebondir. Les chiffres de Renault étaient relativement bons sur cette année, notamment portés par le marché russe. Et perdre cet asset-là, ça serait une catastrophe pour nous. Les bénéfices de Renault, d'ailleurs, Renault avait terminé l'année 2021 avec 800 millions de bénéfices. Renault est en pleine forme. C'est clairement la guerre en Ukraine qui fait plonger le constructeur. Bernard Julien. Alors, pas seulement, mais c'est vrai que Renault a, sur la Russie et sur l'ensemble des émergents hors Chine, c'est l'originalité de Renault, une position forte, qui a été acquise au prix d'un investissement, je dirais, managérial, intellectuel et presque affectif, si vous voulez, très puissant, qui est associé évidemment à ce que nous avions appelé autrefois dans un ouvrage que j'avais co-signé avec 2 collègues, l'épopée Logan, c'est-à-dire tout ce travail qui a été fait autour de ce qu'on appelle le low cost. C'est ça, autour de la marque Dacia notamment. Et c'est en Russie que ce projet-là a trouvé et son origine et son domaine d'expansion le plus fort. Donc c'est un vrai traumatisme, je dirais, pour Renault et ses équipes, au-delà du problème économique que l'on ressent dans l'immédiat, si vous voulez. Et ça pose d'ailleurs une question, c'est est-ce que Renault peut continuer à produire les véhicules qu'il produisait sans ne serait-ce que les usines russes? Oui, assez largement, puisque en gros, on avait une espèce d'autosuffisance russe. On sait que même si certains constructeurs, pas Renault, mais d'autres constructeurs intègrent la Russie dans le périmètre européen, en fait, c'est quand même un cas un peu à part. Donc on a des usines russes qui satisfont la demande russe. On a quand même des gammes de produits qui sont très russes. Lada, c'est pas tout à fait Dacia. Et par conséquent, c'est assez scindable. Ceci étant, évidemment, les plateformes qui avaient été conçues, elles étaient amorties en partie avec la Russie. Le Duster, il n'aurait probablement pas été envisagé sur le même mode s'il n'y avait pas eu un débouché russe. Donc c'est une vraie interrogation à un moment où, il faut bien le dire, les émergents ne sont plus aussi sexy qu'ils ne l'ont été. C'est vrai que Dimeo semblait regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait chez PSA, et PSA est européen, mais est très peu sud-américain, est très peu indien, est très peu russe. Et l'idée que finalement le profit, on le fait dans les pays mûrs, c'est une idée qui est à la mode et qui pourrait heurter de plein fouet le management de Renault au détriment de toutes ces équipes qui, depuis des années, travaillent les émergents, je dirais, à longueur d'année chez Renault. Et juste avant de revenir au sort de Renault, quel avenir déjà pour une filiale comme Avtovaz, toute seule, coupée de sa maison mère? Pour survivre, comme il venait d'être souligné, c'est un marché qui était autoporteur quelque part, avec une marque forte, Lada, qui suffisait à remplir beaucoup de besoins pour le marché russe, avec des capacités sur le marché russe. Donc, elle va perdre sa tête, elle va perdre ses fournisseurs en partie. Oui, elle va perdre une partie, c'est plutôt sa capacité à produire et avoir des équipes qui vont soutenir la production et l'ingénierie derrière, qui est au point clé.
Mais ça peut se reconstruire assez facilement. Mais ceux qui vont plutôt perdre, pour moi, aujourd'hui, c'est Renault à court terme, dans la mesure où c'était un marché qui n'était pas tellement intéressant en termes de débouchés, mais si c'était important, mais plutôt en termes de rentabilité, c'est une période de reconstruction du groupe. Et ça permettait d'avoir de l'oxygène pour Renault pour rebondir sur d'autres marchés. C'était une poule aux œufs d'or. Exactement. Et donc, c'était un élément important dans le plan de Renaulution de pouvoir récupérer la rentabilité. Et presque un quart de la rentabilité de l'année dernière venait du marché russe. Et cette rentabilité-là est perdue. D'ailleurs, les volumes de vente sont au plus bas depuis 13 ans sur le premier trimestre 2022, quand on compare avec l'année 2021 qui était extrêmement profitable. Quels sont les marchés les plus profitables pour Renault une fois qu'on ampute la marque aux losanges de son marché russe ? Alors, c'est une question de marché géographique, c'est aussi une question des modèles et des marques. La marque Dacia, low cost, donc reste tout à fait profitable. Juste pour revenir sur le point d'avant, sur la tête, sur ce que peut devenir Avtovaz, le constructeur des Lada. Avtovaz sans Renault. Avtovaz sans Renault. Je pense que ça va quand même être compliqué. Mon camarade disait qu'on peut reconstruire des fonctions d'ingénierie qui étaient mutualisées avec Renault, mais ça prend quand même du temps. On peut imaginer qu'un industriel chinois, par exemple, aussi prenne la suite de Renault en tant qu'actionnaire pour devenir partenaire industriel. Et sauf que ça prend beaucoup de temps d'adopter ça aussi. C'est ça. Et puis il y a aussi les problèmes de très court terme, c'est-à-dire que Renault n'avait pas non plus énormément le choix de vendre son activité parce que de toute façon, les usines tournaient au ralenti parce qu'il n'y avait plus de composants électroniques. Et ça, Avtovaz seul ne résoudra pas non plus ce problème. Vous avez dit vendre, on a parlé d'un rouble symbolique. Est-ce que c'est vraiment une vente dans ces cas-là ? Ce n'est pas une vente, hein. C'est une négociation dans une période difficile où les rapports de force sont importants avec la guerre en Ukraine. Fait que la Russie est en position dominante pour imposer ses conditions sur les entreprises qui se développent sur le marché russe. Et donc, ils souffrent de boycott économique. Ils vont faire souffrir et profiter d'autres situations pour avoir aussi des... Et ça ressemble presque à une spoliation. C'est une nationalisation, on va dire, presque. Oui, de toute façon, un rouble symbolique. Pour vendre, il faut qu'il y ait un acheteur. Oui. Et il n'y a pas non plus d'investisseurs prêts aujourd'hui à investir en Russie ou autorisés à investir en Russie. Je pense quand même que Bernard Julien. Ça a été une des déclarations du ministre de l'Industrie ces jours-ci. Hein. Il semble qu'il y ait une clause de revoyure qui soit en train de se dessiner parce que je pense que, même si ce n'est pas forcément le cas de Poutine, ses conseillers savent bien que sur le plan des ingénieries, sur le plan des plateformes, sur le plan des moteurs, sur le plan des technos, Avtovaz aurait beaucoup de mal tout seul. Quoi, hein. Donc l'idée qu'il faille à un moment ou à un autre retrouver une alliance dès que les choses se pacifieront, je dirais, c'est quelque chose qui paraît assez clair. Que ce soit Renault qui soit en position de reprendre la main, c'est quand même un peu moins pire que ce qu'on envisageait il y a quelques semaines encore. Hein. Après, évidemment, bien malin, celui qui dirait aujourd'hui si un jour Renault reprendra pied dans Avtovaz et pourra développer la gamme qui était en train d'être imaginée. Hein, parce que c'est vrai que dans la Renaulution, ça a été dit tout à l'heure, il y avait quand même l'idée que Renault comme marque et Dacia Lada, comme marque positionnée un peu différemment, devait travailler en pleine autonomie, avec des directions un peu séparées. Hein, donc c'est vrai que par rapport à ce qu'avait été imaginé à l'été 2020-2021 par la direction la stratégie de Renault, devient bancale. Tout devient compliqué. Quoi. Et tout devient bancal, puisque une partie, en tout cas, il manque une jambe. Et je pense que sur l'Amérique du Sud, sur l'Inde, faire fonctionner cette entité sans la Russie, ça modifie assez largement les plans produits, par exemple. Quoi. Après, je ne dirais pas qu'elle est forcément bancale, la stratégie. Je ne suis pas sûr que ça nécessite de revoir la stratégie. À mon avis, ça nécessite surtout de l'accélérer. Luca De Meo disait vouloir mettre fin à la course au volume. Bon, là, c'est réussi. C'est pas fait exprès, mais c'est réussi. Le problème, c'est que ça ralentit aussi la course à la rentabilité. Voilà. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est une activité rentable. Mais ce que veut faire Luca De Meo, comme Carlos Tavares pour Stellantis, par exemple, c'est augmenter la rentabilité, limiter les ventes peu rentables, disons, et pour ça, abaisser ce qu'on appelle le point mort. Dans l'industrie automobile, il y a beaucoup de coûts fixes. C'est en particulier les coûts des ingénieries dont on parlait tout à l'heure. Chez Renault, c'est à peu près 12 000 personnes de mémoire. Ces 12 000 personnes, demain, ne travaillent que pour les marques Renault et Dacia et plus pour Lada. Donc, on peut imaginer, pour moi, deux solutions pour Renault. Soit Renault arrive à se développer sur des nouveaux marchés, sur des nouvelles géographies ou bien des nouveaux services. Vous me posez la question des services, des produits rentables. Ce n'est pas seulement du produit, c'est aussi des services. On va parler des services, d'ailleurs.
soit il faut abaisser le poids mort, notamment en travaillant sur le dimensionnement des ingénieries et la mutualisation avec Nissan. Et ça signifierait aussi détruire un certain nombre d'emplois, notamment en Europe. Soit ça, soit mieux se partager l'emploi avec Nissan et Mitsubishi. Et justement, parlons de cette alliance avec Nissan et Mitsubishi. On a Renault qui se retrouve complètement amputé quand même d'un marché extrêmement lucratif. Est-ce que ça affaiblit encore davantage Renault et surtout, est-ce que ça déséquilibre complètement l'alliance ? Ça ne va pas déséquilibrer l'alliance. En revanche, ça nécessite pour l'alliance de se renforcer encore plus. Pour les deux parties, parce que Nissan n'est pas dans une situation encore extrêmement prolifique, sort d'une période très compliquée. Donc les deux parties ont besoin, et c'est le cas aujourd'hui, de se rapprocher, de travailler sur des projets communs, des plateformes communes encore plus fortes, et sans doute une partie de l'ingénierie pour avoir une vision de marché, notamment de développement de plateformes, de voitures qui ont plus de communalité, par exemple la batterie. Accélérer l'intégration, deux modèles des atomes crochus différents entre Nissan et Renault. Ils vont peut-être se mettre d'accord pour un modèle de batterie, une technologie de batterie qui soit plus similaire. Sauf que pour ce faire, imaginons que les stratégies des deux constructeurs tendent à converger davantage. Renault vise 100% d'électrique d'ici 2030. Nissan est moins porté et tourné vers l'électrique que Renault. Oui, alors c'est lié au fait que Nissan est très présent en Amérique du Nord et l'Amérique du Nord n'était pas très en avance sur ses projets électriques. C'est en train de changer quand on est passé quand Biden est arrivé, les choses ont changé. Donc il y a quand même une convergence assez large, quoi. Après, c'est vrai que pour avoir suivi, par exemple, les aventures indiennes de Renault et de Nissan, il y a des projets qui sont Renault, et que ce que Renault faisait en Russie, typiquement, ils ont essayé de le communaliser avec Nissan, quand Nissan essayait de développer Datsun, etc. Mais ils viennent d'abandonner Datsun, et au fond, tout ce qui était low cost, tout ce qui était lié à ce sillon, disons, stratégique, c'est du Renault et du Renault pur. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué sans la Russie, parce que si la Russie, c'est 500 000 pour Renault, c'est presque la moitié du low cost, si vous voulez. Donc c'est la pérennité de cette option stratégique lourde et ancienne chez Renault qui me paraît aujourd'hui interrogée par la mésaventure russe, je dirais. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'avenir de Dacia est posé ? Non, mais ça veut dire, comme le disait Arnaud Aimé, on a besoin, ils vont avoir besoin chez Renault, par exemple, de renforcer la Russie, d'avoir une stratégie sud-américaine plus affirmée encore. Et donc ça pousse vraiment, un peu comme le fait de ne pas être en Chine avait poussé Renault à être très présent sur les émergents hors Chine, il va falloir là être très présent sur les émergents hors Russie et Chine, quoi. Et donc ça, c'est une gageure. Et c'est vrai que ça modifie un peu les priorités stratégiques. Par exemple, en termes de déploiement des équipes, moi je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait du monde à Guyancourt qui se remettent sur ces projets-là. Il va falloir probablement que les équipes Chennai, Inde, et puis les équipes roumaines soient renforcées encore pour que cet acquis de Renault ne soit pas laissé en chemin à l'occasion de la mésaventure russe. Donc moi, je crois qu'effectivement, ça peut être une chance au fond. Un peu comme autrefois, le fait d'être exclu par Ghosn de Chine avait renforcé la capacité de Renault à être présent dans les émergents et finalement à développer un vrai savoir-faire à l'international. Là, je pense qu'il y a peut-être une chance pour Renault d'affirmer encore ce savoir-faire à l'international qui est quand même très peu partagé, un peu comme Dacia. Dimeo le disait récemment d'ailleurs, quand il a essayé de faire du Dacia hors Renault chez Volkswagen par exemple, il s'est planté, donc c'est quand même un vrai actif stratégique, un vrai avantage compétitif Renault, quoi. Il y a un véritable avantage. Donc Renault a besoin d'accélérer, notamment d'investir. Est-ce qu'il en a les moyens ? Oui, il en a les moyens aujourd'hui. Ça reste le groupe Renault, ça reste un chiffre d'affaires de 46 milliards d'euros. Alors, ils se feront dépasser cette année, et largement d'ailleurs par Tesla en termes non pas de volume de véhicules, mais de chiffre d'affaires. Mais bon, voilà, c'est 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une grosse ingénierie, 12 000 personnes, alors, qui du coup, avec la perte de volume de Avtovaz de Russie, et alors déjà, l'ingénierie était un peu peut-être surdimensionnée auparavant, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc, en tout cas, il y a une très grosse ingénierie, donc une très grosse capacité à faire. Il va falloir trouver des investisseurs et des actionnaires pour maintenir cet effort sur un nombre de véhicules plus réduit. Et puis pour avoir aussi des moyens financiers, il faut faire plus de chiffre d'affaires récurrent. Un constructeur automobile a l'habitude de faire de l'argent en vendant des voitures. Il faut se faire aussi de l'argent auprès du portefeuille de clients qui ont déjà des voitures Renault, à faire du chiffre d'affaires récurrent avec du service.
José Bagdad, je vous sentais dubitatif. Oui, les moyens, sur le papier, oui. D'abord, il ne faut pas négliger l'impact psychologique que ça pour le groupe Renault, d'avoir la perte d'Avtovaz demain, parce que c'était sur la bonne route, comme je disais, du déroulement du plan de Renaulution. Après des années difficiles pour le groupe, sortir tête de l'eau, et puis ils se reprennent ça. Marcher, hein. C'est vraiment quand tout semblait marcher. Ça a commencé à repartir, ils se reprennent ça. Donc psychologiquement, pour les équipes, c'est dur. Donc se remotiver, retrouver un modèle, un souffle, c'est compliqué. On peut faire confiance avec des mots. Et après, les moyens financiers, je le rappelle, mais la rentabilité quand même de Renault passe aussi beaucoup par le marché russe. Oui. Il faut financer l'électrification, le développement de nouveaux services, donc avec Mobilize en particulier. Peut-être aller chercher encore des investissements pour descendre ce point mort, mais il faut investir pour descendre le point mort, restructurer, et ça demande du temps et de l'énergie. Donc le problème, c'est la temporalité pour faire tout ça. Et donc accélérer dans une période où ils étaient en recherche de cash, encore dernièrement, en question de survie. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Vous parliez de Mobilize, d'ailleurs, l'activité de service qui a été regroupée derrière Mobilize chez Renault, location de véhicules pour professionnels, pour particuliers. Vous avez aussi une activité de financement, d'assurance, par exemple, des bornes électriques. Objectif, 20% du chiffre d'affaires de la marque aux losanges dans les services en 2030. Est-ce que c'est crédible, Bernard Julien ? C'est en tout cas extrêmement fragile, quoi, hein. On a bien vu avec les cessions des filiales autopartage chez certains Allemands, etc., que c'est quand même très hypothétique, hein. Et quand on regarde les dossiers services de l'automobile, on s'aperçoit que beaucoup d'espoir, beaucoup d'annonces sont faites, et puis il y a beaucoup de désillusions aussi, hein. Et puis, comme par hasard, on est là sur des domaines où les constructeurs sont bien loin d'être seuls, quoi. On l'a vu, par exemple, avec PSA sur la pièce, on le voit. Bon, et à chaque fois qu'on dit, par exemple, je vais m'occuper de la deuxième ou de la troisième vie des véhicules, donc on va sur le marché de l'occasion. Mais le marché de l'occasion, c'est un marché que les constructeurs connaissent très mal parce qu'ils l'ont déserté depuis presque les origines, hein. Et donc l'idée que parce qu'on est constructeur et qu'on a des têtes d'œufs polytechniciens, on va pouvoir écraser tous les autres qui seraient des moins que rien, c'est une idée qui est un peu, qui me paraît un peu fragile, hein. Et puis quand je regarde l'histoire de l'automobile, hein, si je me limite même aux 25 dernières années, hein, on a eu chez Ford, chez General Motors, à la fin des années 90, des tentatives de ce type-là, et c'est vrai que c'était pas pleinement convaincant, quoi, hein. Et c'est la raison pour laquelle je crois quand même qu'un constructeur, ça doit se cramponner, hein, à la problématique des véhicules, hein. On le disait, il y a quand même du côté des véhicules et des ingénieries véhicules des défis considérables qui vont être très gourmands en cash, quoi, hein. Et je pense que lâcher la proie pour l'ombre, hein, autrement dit lâcher la voiture pour aller chercher des services du type la voiture connectée, elle nous remonte tellement d'informations, et puisque l'information c'est la mine d'or de demain, machin, c'est de la rigolade, quoi. C'est pour les journalistes de Capital, quoi. C'est pas pour les gens du business, quoi, hein. Arnaud Aimé ? Ça me fait forcément sourire. Vous vous sentez visé ? Ah non, et vous ? Du tout. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'un constructeur automobile aura des difficultés à se positionner sur les services récurrents s'il n'a pas un parc installé important. Donc il faut vendre ses marques pour avoir des clients captifs et vendre du service dessus. Donc l'un est nécessaire pour l'autre. Je suis d'accord avec Bernard quand on dit que c'est hypothétique. Enfin, c'est hypothétique pour tous les constructeurs. Là, on parle d'un marché du service récurrent qui n'existe, qui est beaucoup plus petit aujourd'hui qu'il n'est espéré être en 2030. Cela dit, tous les grands constructeurs, il me semble, aujourd'hui ont et se doivent d'avoir une stratégie dessus, même s'ils savent qu'ils devront partager... Alors, sur le gâteau, on ne sait pas trop quelle taille il fera. En tout cas, il faudra se partager la part du gâteau avec des acteurs existants et surtout des acteurs de la tech, les Amazon, Google, Microsoft, qui sont déjà partenaires des compagnies, des constructeurs. Ceci, je vais me faire aussi l'avocat de la marque aux losanges. Ça rappelle un petit peu cette publicité pour Kangoo, ça ne marchera jamais, qui procardait tous les pessimistes. C'est un pari, on reprocherait presque à Renault de ne pas tenter ce pari. Mais c'est une nécessité. Si demain, un constructeur aujourd'hui mondial dit « je me contente de faire des voitures », demain, il va être une commodité pour d'autres, qui proposeront des services, de la mobilité au sens large. Donc, si un constructeur... Ça ne veut pas dire que demain, pour ne pas proposer des services, ce n'est pas une difficulté majeure. La principale difficulté que je vois est plutôt un changement culturel important. On parlait d'ingénieurs. Les ingénieurs doivent demain non plus penser produits, voitures, mais
expérience client et comment transformer finalement l'expérience qu'on peut avoir dans de la mobilité d'un point A à un point B, et donc avec des cas d'usage différents. Alors, ce n'est pas la data pour la data, hein. C'est au contraire faire en sorte de dire comment je rends service après, avec des usages qui vont être multiples. Et ça, c'est un changement culturel majeur. Il n'y a qu'à regarder, comparer par exemple les sites internet aujourd'hui proposés par les différents constructeurs, tous ne sont pas à l'auteur de ce qu'on peut attendre demain d'une plateforme de service quand on compare par rapport à des places de marketplace très connues. Donc il y a un gap culturel très fort et qui se matérialise aujourd'hui de manière assez basique. Et si on compare Renault à tous ses concurrents sur ce marché précis des services aux automobilistes, est-ce que Renault est plutôt en retard ou plutôt en avance? Ils sont tous en retard. Tous. Tous. Non, mais Bernard Julien. moi, ça m'interroge. C'est pas leur métier. Parce que vous avez, on parlait des publicités. Autrefois, on avait une pub qui racontait qui mieux que Renault peut réparer votre Renault. Tout le monde sauf Renault, quoi. Hein. Et c'est ce que font les consommateurs. Je dirais. On disait, il faut avoir des Renault en circulation pour vendre du service Renault. Il se trouve que les véhicules Renault en circulation, ils sont traités à 80% par d'autres que Renault. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est sur le marché de la pièce ou de la prévente, les constructeurs ont toutes les peines du monde à faire le boulot, quoi, si vous voulez. Donc, si ensuite on dit on va faire un service de mobilité, vous avez effectivement toute la tech qui lève le doigt en disant c'est par nous que ça va passer. Vous avez les Mobivia, les Carrefour, etc., qui vous disent c'est par moi que ça va passer. Vous avez à la limite la RATP ou la SNCF qui disent la même chose. Hein. Et donc, si vous voulez, que les constructeurs, parce qu'ils auraient changé culturellement ou je ne sais, seraient à même de faire ça et d'en retirer du pognon. Je comprends que pour les consultants, ce soit très important de vendre cette sauce-là, mais je ne sache pas que quelqu'un y ait réussi, si vous voulez. Il suffit de regarder RCI Bank, c'est un succès, c'est que le financement aujourd'hui des véhicules l'activité financière de Renault qui est dans Mobilize. Et sans RCI, aujourd'hui, Renault serait en très grande difficulté. Ça veut dire... Ah, super innovant. La première captive constructeur, c'est 1922. Mais pour proposer des services, il n'y a pas besoin d'être super innovant. Il n'y a pas besoin d'être super innovant. Vous parlez de la pièce. Il n'y a rien d'innovant. Aujourd'hui, c'est une difficulté pour les concessionnaires de Renault de faire venir les véhicules qu'ils sont censés pouvoir entretenir mieux que d'autres. Ils ne le font pas. Pourquoi? Mais parce que l'expérience qu'ils proposent n'est pas la bonne. En particulier. Parce qu'ils sont trop chers par rapport à d'autres. Donc, il faut qu'ils se posent des fondamentaux pour dire comment je peux proposer différemment pour être en compétition. Est-ce que ça sera simple? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que quand ils ont essayé, ils ont réussi? Je veux dire, moi j'étais très impliqué dans une aventure qui était celle de la fin des années 90 chez Renault, qui était CarLife, Carevia, etc. Toute cette rénovation des schémas par lesquels on prétendait faire du service. Eh bien, Renault a fait beaucoup moins bien que ces challengers, si vous voulez. Allez, le mot de la fin pour Arnaud Aimé. Je suis flatté. Je vais faire mon consultant, pardon. Je ne suis pas sûr, effectivement, que Renault soit mieux placé que les autres pour faire du service récurrent. Par contre, avec les véhicules connectés, c'est quoi, en plus de la technologie et des services? C'est un canal de communication direct entre le constructeur et l'automobiliste. Et c'est vrai que, historiquement, le constructeur connaît les concessionnaires, mais ne connaît pas le consommateur. Là, avec les véhicules connectés, il y a un canal direct pour au moins pousser ses offres. Elles ne sont peut-être pas meilleures que les autres, mais quand ça s'affiche sur l'écran, au moins l'automobiliste y pense. Est-ce que c'est l'avenir pour Renault? Seul l'avenir le dira. Merci à tous les trois d'être intervenus sur le plateau de Mobility TV. Bernard Julien de l'Université de Bordeaux. Merci à vous, Arnaud Aimé de SIA Partners. Et merci à vous, José Bagdad de PwC France et Maghreb.